En date du 2 au 4 juillet 2026, au CELAB du campus Mutanga et sur le financement des gouvernements du Burundi et flamand, le projet FICAP a organisé un atelier de formation sur les technologies de criblage des différentes variétés de légumineuses et la caractérisation de leur résilience au climat. Cet atelier a vu la participation des enseignants des universités publiques et privées, les chercheurs de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, ISABU, et l'International Rice Research Institute, IRI, les étudiants de master et baccalauréat. Le chef de département de biologie et le coordonnateur du projet FICAP à l'Université du Burundi ont tracé le cadre, l'objet, le profil des participants et les réalisations en cours. L'Université du Burundi, Kaminuza Mpanuzi, est aussi honorée et se sent fier de contribuer à cet axe bien important pour l'atteinte des objectifs vision du Burundi émergent 2040 et pays développé 2060. Cette activité est organisée dans le cadre du projet conservation et culture des haricots résilients au climat au Burundi, ce qui est l'un des projets de recherche conduits à l'Université du Burundi. Grâce à ce projet, le personnel de notre université ainsi que les étudiants ont été appuyés dans les travaux de recherche et de stage. Et nous savons que le projet appuie pour la formation doctorale d'un enseignant inscrit à l'école doctorale à l'Université du Burundi, ainsi que des travaux de mémoire, de fin d'études de master en biologie des organismes et écologie. A été organisé dans le cadre du projet FICAP. Le projet FICAP, c'est un projet qui est financé par le programme initiative du gouvernement flamand du Royaume de la Belgique sur le climat. Et c'est un projet sur la culture et la conservation du haricot qui est adapté au changement climatique. Et ainsi, donc, parmi les activités qui étaient prévues et qui ont été mises en œuvre durant cet atelier de formation, c'était former les chercheurs sur les technologies de criblage des légumineuses, c'est-à-dire la caractérisation génétique du haricot, finalement pour arriver à mieux sélectionner le haricot qui soit résilient au changement climatique. Ainsi, l'atelier a vu la participation des enseignants-chercheurs des institutions d'enseignement supérieur au Burundi. Il y a les chercheurs, notamment de l'ISABU, qui ont participé. Il y a aussi alors les étudiants qui font la biologie, les étudiants qui font l'agronomie, notamment le programme de master en amélioration des plantes. Le coordonnateur du projet et les formateurs sont ravis des travaux qui ont marqué les 3 jours de formation. Ce qui m'a intéressé le plus, ce qui m'a positivement surpris, c'est l'intérêt que j'ai constaté de la part des participants à la formation. Vraiment, les étudiants étaient, même les formateurs ont été surpris du fait que ces étudiants étaient vraiment attentionnés, étaient vraiment disponibles, étaient ouverts à la discussion, posaient beaucoup de questions et on a constaté qu'à la fin, vraiment tout le package de formation des modules qui avait été préparé a été bien assimilé. Je suis très content. C'était par présentation, il y a des jeunes chercheurs qui travaillent au niveau de l'ISABU, au niveau de l'université, faculté de biologie, de la faculté des sciences de FABI, mais également à l'université d'Ongozi, ENES, et très intéressant, des jeunes étudiants qui font le baccalauréat et je crois les masters. Et partager ces connaissances avec ces gens, c'était vraiment valeur ajoutée parce que c'est une pépinière de nouvelles générations qui vont nous remplacer quand nous ne serons pas là et qui vont même inculquer aux jeunes générations des connaissances. Donc le choix vraiment de groupe et de participants, vraiment je dirais que c'est un choix très judicieux qui vraiment, j'ose espérer que ça aura un impact dans l'environnement, dans le domaine scientifique de notre pays. Les techniques de criblage phénotypique et génotypique, la génétique, l'extraction et la séparation de l'ADN, leurs applications et l'importance sont passées à la loupe par les chercheurs.
Une procédure scientifique qui détermine les caractéristiques d'un individu, plante ou animal, quitte à ce qu'on part de ce qui est visible et jusqu'à ce qui est invisible, mais qui détermine les caractéristiques d'une plante. Pour ce qui est du criblage phénotypique, nous utilisons les observations, les analyses de ce qui est la résilience d'une plante face à un changement climatique, par exemple, la résilience suite à le type de sol, et puis les comportements visibles à l'œil nu, que ce soit la taille, que ce soit la densité des produits comme les graines, que ce soit sur la couleur des fleurs, que ce soit sur la forme, tout ça. Et puis, en final, vous déterminez ce qui est à l'origine, les gènes qui sont à l'origine de ces caractéristiques qui ont été enviées, qui ont été choisies, qui ont été côtoyées par les agriculteurs ou bien les chercheurs. La génétique va lui renseigner sur les gènes responsables de ce qui a été observé. Et ces gènes, pour les détecter, il y a des procédures. Ces procédés rentrent dans ce qu'on appelle le criblage génétique. Là, on va faire l'isolation de l'ADN dans les cellules d'une plante, pris dans un échantillon choisi, que ce soit dans les feuilles, dans les graines, dans les racines, etc. Comme ça, on fait une procédure d'isoler l'ADN, l'amplifier, les tamponner, jusqu'à avoir ce qu'on appelle donc l'ADN tamponné qui pourra utiliser pour détecter quel gène est responsable de ce que nous avons vu au niveau du champ sur cette variété. L'avantage de ces techniques, donc il y a deux techniques, donc le criblage phénotypique et le criblage génotypique. Pour ce qui est du criblage phénotypique, l'avantage est que c'est un processus qui est accessible à tout le monde. Tout le monde peut faire une observation et juger ou bien tirer une conclusion sur les caractéristiques évoluées sur une plante. Deuxièmement, c'est une procédure qui est moins coûteuse. Il s'agit seulement d'avoir un terrain et utiliser les plantes pour expérimenter d'une manière simple et ça va coûter moins cher. Mais aussi, pour ce qui est du criblage génétique, là, les avantages est que d'abord, c'est une procédure qui est précise. Il donne des précisions sans avoir une hésitation, comme quoi il y a des influences aux aléas environnementaux. Non. Et puis, un autre avantage est que c'est une procédure qui permet aux chercheurs de gagner du temps. Donc, c'est une procédure qui est rapide. On le fait dans un temps relativement court. Et notre avantage est que le criblage génétique peut être effectué et vous renseigner sur une gamme de gènes responsables de plusieurs caractéristiques génétiques qui rendent au phénotype dans un même temps. L'ADN est la procédure, je dirais, principale si on veut manipuler, si on veut observer ou bien si on veut utiliser les protéines ou bien la molécule d'ADN ou bien d'ARN chez le virus à ARN. Donc ce procédé consiste à extraire l'ADN du noyau de cellules eucaryotes ou bien du cytoplasme des cellules prokaryotes ou bien de la capsule chez les virus. Et cela se manifeste par plusieurs étapes, notamment des étapes de broyage. On doit séparer donc l'ADN de toutes les membranes qui la protègent, soit la membrane plasmique et la membrane nucléaire chez les eucaryotes, ou bien de la paroi et de la membrane cytoplasmique chez les bactéries. Ce procédé donc consiste à passer par plusieurs étapes en éliminant un à un, en faisant donc des précipitations, des centrifugations, des élévations de la température jusqu'à obtenir de l'ADN utilisable après dosage par différentes techniques d'obtention. Une fois qu'on a de l'ADN, on peut passer à la séparation, donc observer les différents fragments d'ADN qu'on a
notamment en utilisant par exemple la technique d'électrophorèse ou bien en amplifiant même des fragments d'ADN si on en a en petite quantité. La première étape qui commence, c'est utiliser la PCR qui est la réaction de polymérisation en chaîne, qui consiste à augmenter la quantité de l'ADN ou bien de l'ARN en utilisant la PCR rétrotranscriptase. Et ce procédé donc va augmenter le nombre de copies ou bien le nombre de protéines d'ADN qu'on a dans notre échantillon. Une fois qu'on a ces derniers, on peut les quantifier ou bien les séparer par électrophorèse, différentes techniques d'électrophorèse, en se basant par exemple sur le Safen blot ou bien le Nofen blot s'il s'agit des virus, des ARN et d'autres techniques. On peut également même les hybrider en trouvant des fragments d'ADN d'intérêt génétique dont on veut donc isoler dans un échantillon d'ADN. C'est une science qui étudie l'hérédité, le transfert des caractères d'une génération à l'autre, en résumé, qui a une grande histoire qui a commencé d'une manière officielle avec les inventions, les découvertes de Mendel, qui avait à cette époque-là travaillé sur les petits pois avec le temps qui s'est élaboré sur d'autres critères. Alors en termes d'avantages des applications de la génétique, comme vous le savez, par définition, c'est l'étude de transmission des caractères génétiques d'une génération à l'autre. La génétique, dans l'agriculture, nous permet de sélectionner, d'identifier des lignées ou des variétés ayant des caractères génétiques désirables qui s'expliquent d'une manière phénotypique dans les conditions environnementales. Ça, c'est au niveau agriculture. Au niveau production animale, ça permet aussi de faire une amélioration du pouls des animaux à travers le monde, les vaches laitières, les poules pondeuses qui ont une courte durée de production, ainsi de suite. Mais également au niveau application sur la population d'une manière générale, parce qu'avec la génétique, tu peux donner des conseils génétiques pour les jeunes couples, surtout par rapport à certaines anomalies génétiques. Comme ça, les gens, par exemple, se marient connaissant qu'ils ont ou n'ont pas de problème génétique, par exemple, d'aberration génétique. Ça peut aider aussi dans la criminalité, dans la lutte contre la criminalité. Vous savez, aujourd'hui, en vogue, il y a ce qu'on appelle l'empreinte digitale. On peut accuser quelqu'un qu'il a commis un crime. Il suffit de faire les prélèvements, d'analyser son empreinte. Et là où la scène de crime, on peut le dédouaner ou l'incriminer comme étant le criminel ou pas. Ça, c'est au niveau criminel. Maintenant, avec la technologie qui a évolué, la génétique a contribué à révolutionner d'une manière générale la science biologique. Il y a, par exemple, dans une application dans la production des aliments, par exemple dans cette fermentation, dans l'évolution de l'environnement, la protection de l'environnement, la génétique joue un rôle, et cela me conduit à faire des branches de la génétique. Il y a la génétique mendélienne qui est classique, qui étudie justement la transmission des caractères. Il y a la génétique moléculaire qui a permis d'identifier les éléments au niveau moléculaire, l'explication scientifique de cette transmission de caractères, où on a identifié l'ADN, l'ARN, et ça continue aussi à la lutte contre les maladies, le diabète, quand on fait l'autopsie, la biopsie pour les cancers, ainsi de suite. Donc, ça c'est au niveau des branches. Mais également dans l'étude des populations, génétique et des populations, pour voir leur descendance, et ça nous permet même de voir les fréquences et la fréquence allélique génique des populations, qui nous permet quand même de proposer, comment dirais-je, des solutions durables d'une population donnée. Les notions de marqueurs et la réaction de polymérisation en chaîne PCR, leur rôle, leurs applications et leur importance sont mis à profit du public scientifique. Ce sont d'autres types d'ADN qui ont été conçus pour déterminer une caractéristique recherchée dans l'ADN retiré dans
dans un échantillon de plante ou d'un animal quelconque. Alors, après avoir déterminé alors les gènes responsables d'une caractéristique donnée, le chercheur va d'abord confirmer les résultats et puis il va confirmer, et après avoir confirmation, il va utiliser ces données dans l'amélioration des plantes. Et pas seulement dans l'amélioration des plantes, mais aussi ça va lui permettre de faire une conservation des ressources phytogénétiques après avoir connu ce qu'il y a dans la plante, après avoir connu ce qui est responsable des caractéristiques visibles à l'œil nu. L'immunisation en chaîne a plusieurs applications. D'abord, son rôle, c'est d'amplifier ou bien d'augmenter le nombre de copies d'ADN qu'on a dans un échantillon. Si par exemple on récupère un petit échantillon chez un patient dans le domaine médical, ou bien si on veut analyser par exemple un échantillon d'une plante, on va donc d'abord broyer le noyau, récupérer l'échantillon et ensuite, si on juge que la quantité est insuffisante pour des analyses ultérieures, on l'amplifie, on l'augmente pour qu'on ait une quantité suffisante pour permettre notre recherche. Par exemple, si c'est de la recherche, bien notre identification, s'il s'agit de l'identification. Les applications de la PCR sont multiples, notamment dans le domaine médical. Par exemple, lors du Covid, on est passé par la PCR pour amplifier le virus du SARS-CoV-19 parce que ce dernier, en le prélevant chez un patient, il est en petite quantité. On doit utiliser donc la PCR rétrotranscriptase pour augmenter la quantité de ce dernier. Également, on peut l'utiliser pour chercher des fragments d'intérêt génétique dans une substance donnée ou bien pour extraire des protéines quelque part. Donc, il possède plusieurs applications en médecine, en agriculture, en agronomie, en biologie et ailleurs. Le riz, aliment prisé au Burundi, sa caractérisation, son criblage, hybridation et amélioration végétale sont les différentes techniques lui appliquées, aussi avec des contraintes biotiques et abiotiques et maladies. Comme vous le savez, au niveau du pays, le gouvernement burundais l'a classé parmi les cultures stratégiques. Et malheureusement, il fait face à plusieurs contraintes qui peuvent être classifiées en 2 ou en 3. 2 au niveau contraintes biotiques, qui sont des maladies fongiques, bactériennes et virales. On en a cette triste réalité, l'agriculture au Burundi fait face à cette réalité. Mais également, il y a des contraintes abiotiques qui sont en certains moments difficiles à contrôler, dans le changement climatique, la sécheresse, la chaleur excessive, les toxicités et les carences, la salinité, et ainsi de suite. Alors maintenant, les techniques de criblage viennent comme réponse pour nous permettre de sélectionner les meilleures variétés qui tolèrent à toutes ces contraintes et partant contribuer à la sécurité alimentaire de la population. Les organisateurs, participants et bénéficiaires à ce renforcement des capacités apprécient la valeur ajoutée à ces assises sur le contenu a priori et a posteriori. On a la conviction que les étudiants, les chercheurs qui ont participé à cet atelier sont rentrés, avec un grand bagage intellectuel, mais aussi et surtout avec une nouvelle vocation de pouvoir orienter leurs activités futures, leurs travaux de recherche dans le domaine de la génétique, dans le domaine de l'adaptation au changement climatique en faisant recours aux technologies de criblage, en faisant recours à la caractérisation, à la sélection variétale. Que la formation est très intéressante, enrichissante. Et avec cette formation, nous avons eu l'occasion de comprendre, d'avoir des connaissances, des compétences sur le criblage phénotypique, criblage génotypique. Avec cette formation, nous avons eu des acquis, qui vont nous permettre d'aller pratiquer, parce que en tant que chercheur, en tant qu'enseignant, ce sont des informations, sont des acquis, sont des compétences qui vont nous permettre d'aller
faire des recherches, d'aller pratiquer et aider la population pour relever les défis qui sont liés au rendement. Nous avons vu qu'il y a un changement de climat qui perturbe la production, qui perturbe la productivité. Alors, avec ce que nous avons appris sur le criblage, que ce soit génotypique et phénotypique, on peut créer de nouvelles variétés performantes qui sont adaptées au climat, des variétés qui sont capables de résister aux différentes maladies, aux ravageurs qui sont dangereuses, qui baissent la productivité. Mais aussi, à part le rendement, on peut viser aussi la qualité. Parce que ici, on a appris comment on peut créer des variétés qui sont bio-fortifiées, donc qui sont nutritives. Et par le rendement, on peut viser aussi la qualité. Atelier sur la caractérisation des variétés des légumineuses par rapport au climat. Et on a pu voir déjà d'où vient la génétique et l'évolution de la génétique. On a pu voir aussi comment on fait pour déjà détecter les phénotypes et les génotypes. Mais en soi, c'est pour voir quels sont les caractères qui sont résistants face aux maladies, qui sont résistants face au changement climatique, mais aussi également de comment pouvoir prendre ces gènes et de les conserver à long terme. Parce que déjà avec le changement climatique, on fait face à beaucoup de changements climatiques, ce qui réduit quand même par rapport aux agriculteurs. C'est un problème courant parce qu'ils font face déjà à beaucoup de maladies et dans cet atelier, on a pu voir comment faire en sorte qu'on développe des cultures qui peuvent résister face à ces maladies-là. Mais aussi, on a appris le criblage génétique. Le criblage génétique nous aide déjà. Il y a le criblage phénotypique qui nous aide à voir à l'œil nu quels sont les caractères qui résistent face déjà à de nombreuses contraintes. Et aussi, après, d'avoir des analyses au niveau du laboratoire, des gènes qui procurent à cette culture cette résistance. Et par ensuite, on a vu plein de façons de déjà peut-être induire ce même stress pour que ensuite cette plante puisse développer une résistance et pour qu'on puisse conserver uniquement ces plantes-là. Déjà, pour moi, j'ai appris que déjà c'était un truc faisable au Burundi, un truc que je ne connaissais pas. Mais également, la valeur ajoutée, c'est qu'on a appris beaucoup de méthodes anciennes que l'on ne connaissait pas et des méthodes modernes pour déjà faire l'extraction d'ADN et aussi implanter cet ADN dans une nouvelle culture. Mais aussi, également, on a appris que déjà ça se faisait. Ça se faisait déjà avec le haricot, qu'il y a des haricots qui sont maintenant des haricots biofortifiés. Mais également, on a appris qu'il y a plusieurs méthodes de culture qui nous permettent aussi de faire une agriculture qui est précise. Donc d'avoir réellement une plante qui est telle qu'on le veut. Les participants n'ont pas manqué de formuler certaines recommandations pour profiter au grand maximum. Je recommande déjà aux participants de s'y intéresser plus, que ce ne soit pas juste... C'est vrai qu'on a eu vraiment un problème de temps et déjà il y avait vraiment une bonne matière à parcourir, mais le temps n'était pas assez suffisant. Mais je recommande plus aux personnes qui ont participé de vraiment s'y intéresser, de trouver un temps personnel pour amplifier ce qu'ils ont reçu, mais également si on pouvait avoir la chance de pouvoir pratiquer tout ce qu'on a appris, ça serait vraiment un plus sur ce qu'on vient d'apprendre théoriquement. Mais aussi, je dirais que c'est bien aussi que les étudiants puissent vraiment participer à ce genre de formation parce que ça nous apprend plusieurs choses, parce que déjà les étudiants, on a un problème
de vraiment avoir beaucoup de théorie mais sans pratique. Si on pouvait pratiquer, ça serait vraiment en plus au niveau expérimental et ça nous permettrait aussi d'avoir de l'expérience quant à la vie future. Les défis et contraintes de la recherche scientifique ainsi que les pistes de solutions sont esquissées par les différents intervenants. Les défis qui sont actuels, sont des défis qui sont liés surtout aux moyens parce que j'ai dit que nous avons appris des outils modernes. Ces outils qui sont modernes et qui sont utilisés sont des outils qui sont chers, donc aussi des réactifs qui sont utilisés sont chers et surtout dans l'analyse moléculaire. Je vais bien, nous, au niveau de l'UI, on est un peu avancé, mais au niveau national, par exemple au niveau de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabou, qui a le mandat national de faire la recherche, il y a quand même des équipements, des facilités qu'ils n'ont pas. Par exemple, des serres pour le criblage de ces contraintes, et c'est au niveau de la recherche, évidemment, mais également des spécialistes, des experts, des spécialistes sont quand même restent le nombre insuffisant. Parce qu'on a besoin de généticiens en matière de du riz, on a besoin de phytopathologistes qui sont moins nombreux au Burundi, on a besoin des nombres importants des améliorateurs du riz qu'on n'a pas, on a besoin de physiologistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc au niveau de la recherche quand même, si je récapitule, il y a limitation des ressources humaines qui est insuffisante. Les infrastructures et l'équipement qui ne sont pas à la hauteur de la réalité actuelle scientifique de la recherche au niveau mondial. Ça, c'est le sommet actuel de la recherche en biologie moléculaire et en biotechnologie. Ce qui fait que ça devient un peu difficile, c'est que le matériel est d'abord très coûteux. Également, les réactifs utilisés sont encore plus coûteux. Ce qui fait que peu de laboratoires peuvent se permettre. Les défis qu'on rencontre chaque fois, c'est d'abord les moyens. Sinon, les techniques, on les connaît. Les chercheurs, on les a, qui peuvent manipuler cela. Par exemple, dans notre pays, peu de centres de recherche en possèdent, notamment ceux qui en possèdent, c'est l'INSP. Ici, chez nous, on en attend encore. On a fait des demandes, des commandes. On espère que bientôt, on pourra l'avoir si les moyens le permettent aux décideurs. Les défis en général pour ces recherches, c'est notamment le manque de personnel qualifié pour faire le criblage. On a besoin de formations qui amènent à nos étudiants d'être à mesure de faire le criblage génétique. Et deuxièmement, le personnel qualifié a besoin des équipements. On n'a pas d'équipements suffisants, on n'a pas de laboratoires qui sont à mesure, qui sont à la hauteur de faire le criblage, de manière que au Burundi, l'amélioration des plantes soit une activité de tous les jours. Et troisièmement, je peux signaler le manque de moyens de fonctionnement. Les perspectives de la recherche-action pour l'épanouissement des populations sont envisagées par la coordination du projet. J'espère que dans l'avenir alors, on puisse avoir d'autres partenaires pour finalement pouvoir appuyer et la recherche pour les étudiants, pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'ils ont appris, mais c'est aussi en espérant que la technologie, les partenaires au développement du Burundi puissent venir en aide pour avoir finalement les outils pour mettre en œuvre les techniques qu'ils ont appris, pour finalement pouvoir conduire la recherche en génétique pour l'avenir de l'agriculture productive au Burundi. Soulignons à toutes fins utiles que des visites guidées ont été effectuées dans les serres de l'Isabou et de l'Iri avant de clôturer la formation par la remise de certificats aux participants.